ou le professeur Gilles Gauthier du département de biologie, aussi directeur du Centre d'études nordiques, ainsi que le professeur Martin Bernier, professeur au département de physique, génie physique et optique et membre du Centre d'optique photonique, vont nous présenter des résultats émergents d'un programme interdisciplinaire donc, qui amène l'écologie et l'optique photonique pour mieux comprendre l'impact de la neige sur les écosystèmes arctiques. Merci, Martin. Donc, je vais commencer par remercier tous les gens qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Des chercheurs dont les noms sont listés ici à gauche, beaucoup d'étudiants gradués dont on va présenter plusieurs résultats aujourd'hui dans notre présentation, et les gens de la plateforme technologique de Sentinelle-Nord. La photo de gauche montre l'Arctique tel que la majorité des gens qui s'y rendent la découvrent, c'est-à-dire durant l'été. Par contre, pour la vaste majorité de l'année, l'Arctique ressemble plutôt à ce qu'on voit à droite. Donc, peu de lumière, un environnement évidemment froid et dominé par la neige. La neige est vraiment un élément dominant du paysage arctique durant une période qui peut aller de 8 à 9 mois. Donc, ça, c'est évidemment un environnement hostile pour les organismes vivants, le froid et la neige. Les espèces ont développé plusieurs adaptations. On sait que beaucoup d'espèces vont migrer, vont quitter l'Arctique pour cette période froide. D'autres espèces, comme les plantes, vont rentrer en dormance durant l'hiver. D'autres espèces encore vont, une autre forme de dormance, c'est l'hibernation, où là, le métabolisme n'est pas arrêté complètement, mais est très au ralenti durant cette période. Néanmoins, beaucoup d'espèces vont, trop sensible, beaucoup d'espèces vont demeurer actives dans l'Arctique, dans cet environnement hostile tout l'hiver. Pensons par exemple au caribou, une espèce emblématique de l'Arctique, mais aussi dans le manteau neigeux, ce qu'on voit peut-être pas beaucoup, puisque c'est caché. Beaucoup d'espèces de petits mammifères vont demeurer actifs tout l'hiver sous la neige. Même dans les lacs, par exemple, on s'aperçoit de plus en plus que l'activité microbienne n'est pas en pause durant l'hiver, mais il y a encore des processus qui se produisent sous la glace dans les lacs durant l'hiver. Donc, beaucoup de chercheurs se rendent dans l'Arctique depuis longtemps pour faire des études. À gauche, c'est des activités normales que beaucoup de chercheurs font dans l'Arctique, mais encore une fois, c'est durant l'été. Travailler dans l'Arctique durant l'hiver, ça impose d'énormes défis à cause, évidemment, du climat rigoureux qui prévaut à ce moment. Et c'est pour ça qu'on connaît encore très mal tout ce qui se passe au niveau des processus biologiques durant cette longue période hivernale qui pourtant peut avoir une grande importance sur le fonctionnement des écosystèmes arctiques. Alors, c'est pourquoi on a développé notre projet qui vise à améliorer notre compréhension des processus biologiques qui surviennent durant l'hiver, de l'écologie hivernale, et à l'aide de nouvelles technologies qui permettent de suivre à distance ce qui se passe durant cette période. Alors aujourd'hui, dans notre présentation, on va illustrer certaines de ces innovations technologiques qui sont en cours dans notre projet pour étudier les écosystèmes arctiques en hiver. D'abord, je vais vous parler un petit peu de la neige elle-même, parce que c'est un milieu qu'il faut apprendre à connaître, à mieux connaître. Parler un petit peu de la vie sous Nival, et ensuite, mon collègue Martin va parler aussi de la vie au-dessus de la neige en hiver, et s'il y a le temps, peut-être un petit peu de ce qui se passe dans un milieu aquatique. Donc, la neige. Sur cette photo, on voit la structure typique du manteau neigeux durant l'Arctique en hiver. On peut voir très bien deux couches très distinctes, ce qu'on appelle la neige compactée par le vent en haut, et le givre de profondeur en bas. Ces deux strates sont très différentes. La strate supérieure, la strate compactée par le vent, ce sont de tout petits cristaux très compacts, de petite taille, alors qu'en bas, ce sont des cristaux de glace à l'échelle microscopique de beaucoup plus grande taille qui sont très lâches. Et la conséquence, c'est que la densité de la neige va varier énormément entre ces deux couches. Sur le graphique de gauche, qui met en relation avec donc la photo derrière, on voit que la couche supérieure a une densité beaucoup plus grande, au minimum de 2 fois et plus, que la densité de la couche inférieure du givre de profondeur.
Donc, comprendre qu'est-ce qui génère ces différences et comment ça peut varier dans l'espace et dans le temps, parce que le manteau neigeux est dynamique, c'est important. Traditionnellement, comment est-ce qu'on mesure la densité de la neige? Bien, c'est tout simplement en étant sur place. On fait un puits à neige, on collecte un petit échantillon de neige de volume connu et on le pèse, et donc ça nous donne directement la densité. Il y a eu des méthodes qui ont été développées pour suivre en continu le manteau neigeux durant l'hiver, par exemple à l'aide de ces aiguilles chauffantes. Le principe, c'est qu'on chauffe ces aiguilles et on mesure le taux de dissipation ou de refroidissement ensuite des aiguilles qui va dépendre de la conductivité thermique de la neige. Une neige plus dense ayant une plus grande conductivité qu'une neige moins dense. Donc, ça fonctionne, mais il y a quand même des désavantages, notamment le fait qu'on doit chauffer ces aiguilles. Avec le temps, ça peut perturber le manteau neigeux. Donc, je vais vous parler un petit peu plus donc, du manteau neigeux. On voit sur ce schéma que la neige, en fait, à l'échelle microscopique, c'est un assemblage de grains de glace entourés d'air. Et donc, la densité de la neige va être proportionnelle, évidemment, au volume d'air qu'on va avoir dans la neige par rapport au volume total, la somme de l'air et de volume d'air et de cristaux de glace. Or, on s'est dit que, bon, peut-être que la lumière, l'optique, pourrait nous aider à mesurer cette densité. Donc, le principe, c'est que si on émet de la lumière, un signal lumineux, à travers le manteau neigeux, la lumière se propage, frappe les grains de glace, et il y a des phénomènes de réflexion, de diffraction, de réfraction, qui fait qu'une partie de la lumière va revenir, va pouvoir être captée après avoir parcouru un certain temps dans le manteau neigeux. Alors, par analogie avec la formule que j'avais en haut, on peut à ce moment-là établir que la densité optique à partir du trajet de la lumière dans la neige va aussi être proportionnelle d'une part au trajet que la longueur du trajet de la lumière à travers les espaces d'air dans la neige sur le trajet total qui va à la fois inclure des espaces d'air et le temps passé à traverser des cristaux de glace. Si on a une neige qui est moins dense, bien évidemment, beaucoup plus d'espace d'air, la lumière va se propager plus, il va y avoir moins de réflexion et donc il va y avoir une différence dans le parcours de la lumière dans la neige. Et c'est ce qu'on veut essayer d'utiliser, ce principe, pour mettre ça en relation avec la densité de neige. Et même que, ce faisant, ça peut nous permettre d'aller chercher d'autres variables intéressantes comme la taille des grains ou le type de grains de neige. Alors, voici l'appareil qui a été développé par un étudiant, Félix Desrosiers, en collaboration avec Simon Thibault et Florent Dominé. Cet appareil permet justement de mesurer le trajet optique de la lumière à travers le manteau neigeux en injectant donc à partir d'une fibre optique et en récoltant la lumière qui aura parcouru un certain chemin dans la neige. Évidemment, il faut tenir compte du temps que la lumière, en fait, du trajet que la lumière aura fait dans l'air présent dans le manteau neigeux. Ça, on peut le déterminer tout simplement à partir de la spectroscopie de l'oxygène. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est basé tout simplement sur le principe que la lumière qui traverse l'air, l'oxygène va absorber une partie de cette lumière, une infime partie, mais qu'on peut mesurer, et ça, c'est une constante qui est connue. Alors, excusez, c'est sensible. Alors, voici un exemple de résultat préliminaire tout récent qu'on vient d'obtenir qui met en relation sur l'axe des X la densité optique mesurée par notre appareil et à gauche la densité mesurée de façon mécanique. Et on voit donc une relation entre les deux. Encore beaucoup de variabilité, mais ça nous indique tout simplement qu'il y a encore du raffinement à faire dans cette approche. Néanmoins, on voit beaucoup de potentiel avec cette approche. À terme, ce qu'on espère, c'est d'être capable, par exemple, d'avoir des tubes, un tube avec une fibre optique qui va émettre de la lumière en continu et on pourra avoir plusieurs tubes qui vont être répartis dans l'espace et ça va nous permettre de mesurer durant tout l'hiver l'évolution du manteau neigeux à la fois verticalement et spatialement. Maintenant, vous parlez un petit peu de la vie dans la neige, donc dans ce milieu, une espèce qui va utiliser cet habitat, ce sont les lemmings dans l'Arctique. Les lemmings sont au cœur du réseau trophique de la toundra
On voit ici toute une série de boîtes qui relient des espèces, les prédateurs en haut, les plantes en bas. Et au milieu, on a les herbivores, et en particulier ceux que j'ai entourés en bleu, ce sont les lemmings, deux espèces de lemmings brun, lemming variable, qui sont consommés par un très grand nombre d'espèces dans le réseau arctique. Et ces lemmings sont bien connus pour leur cycle de population. À l'île Bylot, où on étudie cet écosystème depuis 30 ans, on voit ici les cycles d'abondance. À tous les 3 ou 4 ans, il y a un pic d'abondance de lemmings. Dans ces années-là, les prédateurs vont très bien se reproduire, mais dans les années de creux, quand les populations de lemmings s'effondrent, il n'y a à peu près pas de reproduction de ces espèces, mais néanmoins, avec les pics de reproduction, c'est suffisant pour assurer le maintien de ce réseau trophique. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que les lemmings, en fait, ce qui est à l'origine de ces éclosions de population, c'est vraiment la reproduction en hiver. Les lemmings sont capables de se reproduire sous la neige en hiver. Néanmoins, d'autres endroits où les lemmings ont été suivis depuis longtemps, comme à l'est du Groenland, en Norvège, on voit pendant longtemps, on avait ces cycles de population, mais depuis quelques décennies, ces cycles à ces endroits ont disparu. On n'a plus ces pics périodiques qui sont très importants pour donc assurer la pérennité de tout ce réseau trophique. Et les hypothèses qui ont été avancées pour ça, c'est que ce serait dû, entre autres, à une transformation du manteau neigeux. À gauche, on voit un manteau neigeux idéal, sec, pour les organismes comme les lemmings qui vivent sous la neige. Mais quand il y a des cycles de gel, dégel, du réchauffement climatique ou encore pire, de pluie sur neige, bien, à ce moment-là, l'eau va percoler dans la neige et va geler à la base et nuire au mouvement des lemmings, et à l'extrême à droite peut même encapsuler la nourriture au sol et empêcher complètement l'accès aux lemmings. À l'île Bylot, où on étudie depuis plusieurs années les lemmings, on a mis en relation sur l'axe des Y, c'est la croissance de la population en hiver, puisque je vous ai dit que les lemmings sont capables de se reproduire durant l'hiver, leur population peut croître, avec en bas, justement, une mesure de la quantité d'eau regelée dans le manteau neigeux. Alors, à gauche de l'axe des X, ça correspond sur mon schéma du haut à la situation de neige sèche. Et on voit que dans ces conditions-là, la population croît, c'est-à-dire que le taux de croissance est en haut de 0. Par contre, quand à droite, les années où on a ces présences de lentilles de glace, c'est des années où on a toujours eu une baisse de population durant l'hiver. Donc, ça nous indique qu'il se passe des choses importantes pour les lemmings durant l'hiver, mais qu'on connaît encore très mal. Alors, voici l'habitat d'hiver des lemmings. On voit sur cette image en bas un tunnel des lemmings. Les lemmings doivent évidemment creuser des tunnels dans la neige pour se déplacer l'hiver. Et on voit justement un de ces nids que les lemmings font dans la neige l'hiver pour se reproduire, fait de végétation morte. Donc, mon étudiante Mathilde Poirier a quantifié ça. On voit un tunnel de lemmings ici qui est dans la section de la neige, le fameux givre de profondeur que je vous parlais tantôt. Et sur le graphique de droite, on a mis en relation justement la hauteur maximale des tunnels dans le manteau neigeux avec en X l'épaisseur de cette couche de givre de profondeur. Et on voit bien que tous les points, tous les tunnels sont en dessous de la ligne pointillée. Donc, tous les tunnels sont toujours dans le givre de profondeur, cette partie malléable, facile à creuser, peu dense du manteau neigeux, et jamais les lemmings vont construire des tunnels au-dessus de cette ligne pointillée qui correspond à la neige compactée par le vent. On a voulu comprendre un peu plus le comportement des lemmings sous la neige. Pour ça, on a fait des expériences en captivité, en conditions contrôlées. Et pour ça, je vous invite à regarder la vidéo de mon étudiante Mathilde Poirier après notre conférence de ce matin, qui porte justement sur ce sujet. Il va vous présenter de belles images de lemmings en action en train de creuser dans la neige. Mais si on retourne aux conditions naturelles, on est intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe tout au long de l'hiver. Alors, pour ça, on a développé de nouvelles caméras. Donc, on a parti d'un design, il a fallu tout concevoir. On a ici le prototype de caméra. En fait, le gros morceau en dessous, c'est les piles, la batterie qui, évidemment, requiert beaucoup d'énergie.
On a ici donc l'électronique que vous aviez au-dessus qui est dans le boîtier qu'on voit à gauche. À droite, c'est une petite boîte, une petite cage où les lemmings peuvent entrer durant l'hiver. On voit la lentille et, par exemple, au printemps, quand on revient et qu'on ouvre la neige, bien, c'est ce qu'on voit, notre système qui était sous la neige. Et ça nous a permis de filmer durant l'hiver les lemmings pour la première fois. Donc, voici des images qui ont été captées à l'île Bilot durant l'hiver, en plein mois de janvier, février, des lemmings qui entrent dans nos boîtes et qu'on a pu filmer leur activité. Ce graphique nous démontre, par exemple, la compilation de toutes ces données durant le premier hiver où on a déployé quelques-uns de ces systèmes à partir de la fin d'août à gauche jusqu'au mois de mai à droite. Et on voit la flèche rouge, c'est l'arrivée de la neige. Et on constate que l'activité des lemmings augmente graduellement tout au long de l'hiver, donc possiblement parce qu'à cause de la reproduction, la population était en croissance. Alors on voit que ça va permettre ce système-là de nous fournir une quantité d'informations remarquables sur tout ce qui se passe chez les lemmings, leur population, la reproduction durant l'hiver et même la prédation. Voici l'image d'un prédateur, une belette qui était entrée dans un de nos systèmes, dans une de nos caméras. Évidemment, la belette est un prédateur des lemmings et ça aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe durant l'hiver avec les interactions entre les lemmings et les prédateurs. Donc, voici un survol très rapide d'une partie de nos recherches. Je vais maintenant passer la parole à Martin qui va nous parler de ce qui se passe maintenant au-dessus du manteau neigeux. Oui, bon, mais merci Gilles pour ta présentation. Puis on voit que ça grouille sous la neige dans le nord, mais ça grouille également au-dessus de la neige. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui se passe au-dessus de la neige dans le nord. Je veux mettre les choses au clair. Je ne suis pas biologiste, donc tel que Martin l'a mentionné tout à l'heure, je suis physicien, ingénieur physicien. Donc, je suis un peu loin de ma zone de confort en discutant de la faune sauvage du Grand Nord, mais bon, Sentinelle Nord nous a permis cette aventure incroyable de pouvoir collaborer avec des biologistes, un domaine qui m'intéresse quand même. Donc, je travaille avec le professeur Steve Côté que vous voyez ici, donc qui aurait pu faire la présentation beaucoup mieux que moi, évidemment, parce que c'est son domaine d'expertise. Donc, je vais essayer de vous vulgariser un peu quelques enjeux reliés à ça et vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi je présente ce sujet-là. Donc, Steve et son équipe étudient depuis à peu près 30 ans la grande faune dans le Nord, entre autres les bœufs musqués qu'on voit à gauche, les loups, l'ours noir qui est en dormance durant l'hiver, pendant une partie de l'hiver, mais il a interagi dans la neige aussi. Et évidemment, l'espèce emblématique du Québec et du nord du Canada, qui est le caribou. Donc, on voit Steve avec un caribou sur l'image. Donc, et si vous portez attention, vous allez voir que ces animaux que je présente ont des colliers au cou. Donc, des colliers animaliers qui permettent de pouvoir surveiller, suivre le comportement des animaux, donc leur sélection d'habitat, leur migration, leur interaction entre les différentes espèces. Donc, Steve, c'est son domaine d'expertise, puis il étudie ça en détail. Donc, comme vous le savez sûrement, dans le Grand Nord, donc dans la région circumpolaire, il y a une décroissance depuis quand même un certain temps des populations de caribous et de rennes. Donc, on voit en rouge qu'autour du pôle Nord, à peu près toutes les régions sont en forte décroissance depuis au moins une décennie. Donc, si on regarde, le Québec se situe tout au bas de la carte. Donc, si on fait un zoom sur cette région-là, on a deux grands troupeaux de caribous migrateurs au Québec et au nord du Québec et au Labrador. Donc, on a la rivière aux feuilles, donc, qui est en verte sur l'image. Donc, on voit tout le corridor migratoire et l'aire de mise bas en haut, en vert plus foncé. La même chose pour le troupeau de la rivière Georges. Donc, il y a eu une étude qui a été faite, et plusieurs études en fait, sur les populations de ces deux troupeaux-là, et on voit l'évolution depuis les années 60 sur le graphique ici. Donc, on voit qu'il y a eu une forte croissance et une très forte décroissance des deux populations récemment, depuis environ 10 à 20 ans. Donc, celui de la rivière Georges en rouge s'est presque éteint au courant des années 2015. Et donc, la population est devenue très basse et celle de la rivière aux feuilles, donc, qui est passée de 628 000 individus en 2001, a été réduite à environ 200 000 individus en 2016. Donc, il y a eu une très forte décroissance qui s'est poursuivie ensuite. Donc,
Pour pouvoir comprendre ces aspects-là, les biologistes ont, à travers différentes initiatives, entre autres celle de Caribou Angaba, qui est dirigée par Steve Côté, donc ils ont déployé des colliers animaliers sur à peu près 1 millier de caribous de ces 2 troupeaux-là, on voit les chiffres ici, pour pouvoir voir les migrations en temps réel et essayer de comprendre pourquoi les populations étaient en forte décroissance, parce qu'on peut rappeler que le caribou est un emblème du Québec, mais c'est aussi une ressource alimentaire pour les communautés nordiques et également, donc c'est une richesse du Québec. Donc, depuis quelques années, il y a des nouveaux types de colliers qui ont été mis sur le marché, donc qui intègrent des caméras, ce qui ouvre des opportunités incroyables en recherche pour les grands animaux. Donc, j'ai un petit exemple ici d'une vidéo. Vous allez bien comprendre la force de ce type de caméra. Donc, on peut voir la vue du caribou directement. On peut évaluer qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il broute, les autres individus, comment il est en relation avec eux, la prédation. Donc, on peut vraiment voir le comportement de l'animal à très fine échelle spatiale pendant sa migration. Donc, ça, c'est assez intéressant. On a une étudiante que j'ai co-dirigée avec Steve sur le sujet, Sofiane Bellan, qui a fait des travaux sur l'évaluation de la sélection de ressources alimentaires par les femelles caribous, parce que c'est une des causes probables du déclin, le manque de nourriture. Donc, elle a étudié en détail qu'est-ce que certaines femelles caribous mangeaient, c'était quoi leur diète alimentaire durant l'été. Donc, juste pour aller très simplement, le caribou a certaines habitudes, donc il y a un corridor où il se déplace, il y a certaines aires, il y a un endroit où il ne fait que se déplacer, donc il ne s'alimente pas. C'est le genre de vidéo qu'on voit sur les colliers. Ensuite, il y a un endroit où il se nourrit, par exemple, durant la journée, donc là, il broute, puis on peut évaluer qu'est-ce qu'il broute, et donc quelle espèce, pourquoi, qu'est-ce qu'il décide de ne pas manger, entre autres. Et ensuite, il y a l'endroit où il se repose, où il ne broute pas. Donc, si on regarde toutes ces vidéos-là, on peut en arriver à certaines conclusions. Donc, il y a certains sites qui sont habités par le caribou qui sont utilisés, certains ne sont pas utilisés pour l'alimentation. Donc, dans ce cas-là, par exemple, le site utilisé, il y avait du lichen, des graminoïdes et du bouleau. Et le caribou a décidé de manger du bouleau. Donc, Sofiane a fait une étude détaillée sur des images récoltées par une cohorte de femelles pendant 3 années consécutives pour arriver à dresser un bilan alimentaire des femelles caribous qui sont très importantes pour la reproduction de l'espèce. Et c'est le genre d'études que les colliers caméra permettent de faire maintenant. Donc, les colliers sont donc très utiles. Ils permettent d'avoir les populations en temps réel et leur positionnement par GPS et par satellite. Avec les caméras, on peut voir l'environnement local du caribou. On peut donc comprendre les dynamiques de population, certains impacts des changements climatiques. Et on peut également, ça pourrait devenir un outil intéressant pour pouvoir mesurer et enregistrer l'environnement local dans le nord de façon très, très vaste, sur une grande échelle, qui est très difficile d'atteindre en ce moment, comme le mentionnait Gilles tout à l'heure. Donc, on voit en bas des caribous dans la neige qui gambadent. Et donc, évidemment, si on voulait mesurer la profondeur du manteau neigeux, de la couche qui est la plus molle, on pourrait utiliser le caribou comme un véhicule qui nous permet de mesurer et d'évaluer l'épaisseur de la neige et sur des très grandes distances. Donc, c'est un peu l'idée qui nous est venue à l'esprit, moi et Steve, lorsqu'on a initié notre collaboration à travers Sentinelle-Nord, donc d'équiper un caribou avec de la fibre optique. C'est là que j'entre en scène parce que mon domaine de recherche est la fibre optique et les capteurs à fibre optique en particulier. Donc, on s'est dit, envisageons équiper un caribou avec un capteur à fibre optique qui permettrait, sur sa patte, de pouvoir mesurer la force d'enfoncement, donc la force de la neige lorsque la patte s'enfonce. Donc, on a dit, bon, on va étudier cette idée-là. Donc, on sait qu'un caribou se déplace sur environ 2 à 6 000 km par année. Donc, ça pourrait devenir un outil vraiment intéressant pour pouvoir évaluer les couverts neigeux sur de très grandes étendues. Mais bon, il y a évidemment plusieurs défis de taille. Ce type de truc-là, ce type de technologie-là n'a jamais été déployé en connaissance sur des animaux.
Donc, est-ce qu'on peut coller une fibre optique de façon pérenne sur une patte d'un animal sauvage? C'est une question fondamentale. Est-ce qu'on peut intégrer la technologie qu'il faut dans un collier pour pouvoir mesurer les signaux optiques adéquatement avec des contraintes énergétiques très grandes qu'il y a dans des colliers autonomes comme ça? Donc, on a pris ce sujet-là puis on a poussé. Donc, les colliers actuels présentent certaines limitations, donc ils sont très lourds. Les colliers caméra, particulièrement, comme on en voit un exemple ici, donc sont très lourds, 1,3 kg. Donc, ça restreint leur utilisation à l'été seulement actuellement parce qu'ils sont trop lourds, puis ils prennent trop d'énergie à l'animal pour pouvoir le déployer durant l'hiver. Donc, il y a un intérêt à faire des colliers caméra plus petits. Et il y a d'autres contraintes que j'ai listées ici. Entre autres, il faut envoyer les colliers en Allemagne pour qu'ils soient ouverts et sortir les données vidéo pour les obtenir par la suite. Et surtout, c'est très difficile d'avoir des options pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple une fibre optique pour pouvoir l'intégrer au collier. Donc, c'est des technologies qui sont très peu malléables. Donc, on a proposé le développement d'un nouveau collier innovant à travers Sentinelle-Nord, puis on a commencé à travailler sur le sujet. Donc, ça a été accepté. Et donc, on a se posé quelques questions. Est-ce qu'on peut coller une fibre optique sur la patte d'un animal? Donc, le caribou est assez difficile à étudier. Il faut le capturer et le suivre et le recapturer plus tard pour récolter l'information. Donc, vu qu'il fait une migration sur de très longues distances, c'est très difficile. Donc, on a choisi d'y aller avec le cerf d'Anticosti. En fait, le cerf de Virginie, entre autres, sur l'île d'Anticosti, entre autres parce qu'il reste toujours, pour toute sa vie, dans à peu près 1 à 2 km². Donc, on peut envisager, si notre prototype de collier fonctionne mal ou qu'il y a des problèmes, recapturer le même cerf sans le perdre. Donc, ça, c'était une chose très importante. Et l'Université Laval, avec les installations de Prof Côté, sont toutes équipées pour capturer et relâcher des cerfs Anticosti. Puis, évidemment, les cerfs sont surabondants sur l'île d'Anticosti, comme la plupart des gens le savent. Donc, c'est très facile de pouvoir aller mesurer une longueur de patte pour calibrer les longueurs de fibre optique, par exemple, pour faire les tests de colle. Donc, j'ai voyagé avec Steve, on est allé à Anticosti, on a capturé des cerfs, ce qui était une aventure incroyable pour un physicien. J'imagine que vous pouvez bien comprendre. Je sors de ma zone de confort et de mon laboratoire de façon quand même assez percutante. Donc, on est allé, puis ça a fonctionné. On a capturé un cerf, on lui a collé une fibre optique sur la patte. Après 3 jours, l'animal était en vie déjà. C'est une très bonne nouvelle. Et la fibre étant toujours collée. Et après 3 semaines, l'animal était en pleine forme, mais plus de fibre optique. Donc, ça semble très difficile de coller une fibre optique de façon pérenne sur un animal sauvage. Donc, c'est un défi auquel on s'attendait, mais qu'il fallait tester. En parallèle à ces travaux-là, on a initié le développement d'un prototype de collier caméra à travers Sentinelle-Nord, aidé par la plateforme de développement d'instruments de Sentinelle-Nord. Donc, je montre ici le prototype, le design du prototype qu'on a développé. Donc, on a déployé 2 unités comme ça sur des cerfs à Anticosti en 2019, entre autres pour tester toute la technologie qui est dans le collier. Donc, il y a un GPS, il y a un lien satellite, un lien VHF, une caméra, des batteries. Tout ça est dans un packaging qui doit être scellé hermétiquement. Donc, on a refait des tests initialement au laboratoire pour coller sur des cuirs, des fibres optiques pour optimiser le type de colle, l'application de la colle, qui est quand même assez difficile. Donc, on me voit sur l'image avec une fibre optique dans les mains et où je m'apprêtais à coller cette fibre optique-là sur la patte avec un protocole de colle qui avait été optimisé pour les animaux. Puis, donc, ça a été encore un échec. On n'a pas réussi à coller la fibre optique de façon pérenne pendant plus de je pense que ça a duré 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc, pour contrer on va laisser tomber cette approche-là, puis on va se tourner vers l'imagerie que la caméra offre pour évaluer, en regardant directement par imagerie, l'enfoncement dans la neige de l'animal. Donc, par analyse d'image, on va pouvoir réaliser cet objectif-là. Donc, mais ça impose des contraintes pour le collier. On doit avoir un très grand angle de vue ou plusieurs caméras, donc ce qui n'existe pas commercialement actuellement. Donc, on voit ici notre cerf, une vidéo prise avec notre collier prototype. Donc, on voit à partir des données qu'on a recueillies qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à améliorer pour déployer nos colliers prototypes sur des caribous. Là, on le fait sur des cerfs parce que c'est plus simple.
Mais donc, on veut qualifier la technologie avant sur plusieurs aspects avant de pouvoir déployer ça sur des cohortes de caribous. Donc, on développe actuellement une seconde version du prototype avec la plateforme technologique qui vont être déployées, testées dans le cadre de la phase 2 de Sentinelle-Nord, qui vient de débuter récemment, qui est donc, à travers un projet auquel on collabore, qui est dirigé par Pierre Legagneux et Audrey Durand. Donc, un projet, peut-être c'est comme intéressant, dans lequel on développe également une version miniature de ce type de collier-là pour mettre sur les oies blanches pour des raisons similaires. Donc, c'est une des spécialités de Pierre Legagneux. Donc, dernier point que je vais passer assez rapidement parce qu'on manque de temps. Il y a une partie des travaux qu'on a fait dans le cadre de notre projet collaboratif avec Gilles et Warwick Vincent, avec Sophie Larochelle et Simon, qui visait d'étudier les microbes aquatiques, donc la vie microbienne sous l'eau dans le Nord, qui a de plus en plus une importance grandissante, je dirais, avec les changements climatiques, entre autres parce que ces micro-organismes-là digèrent des matières organiques et génèrent du méthane, entre autres, qui est un gaz à effet de serre puissant, également du CO2. Donc, ça devient, avec la fonte du pergélisol, un enjeu de pouvoir mesurer et quantifier l'activité microbienne dans les lacs nordiques. Donc, il y a un enjeu, entre autres, sous la glace, et Warwick ont étudié comment les micro-organismes se développent sous la glace, et c'est beaucoup dirigé par la lumière. Donc, les micro-organismes se développent avec la lumière. Les couleurs de la lumière influencent leur taux de reproduction. Donc, Sophie, Simon Thibault et Warwick Vincent ont développé certaines approches pour pouvoir mesurer la lumière sous la glace dans des lacs nordiques. Donc, j'ai un exemple ici de Gabriel Lachance qui a terminé sa maîtrise l'année dernière sur le sujet où ils ont développé une fibre optique avec plusieurs points de mesure le long d'une fibre qui permet de mesurer l'intensité de la lumière et le spectre lumineux à différentes profondeurs. Donc, sous la glace, ce qui va permettre de pouvoir comprendre l'interaction de la lumière avec les micro-organismes, comment ils se développent et ensuite comment ils produisent des gaz à effet de serre, qui est une des spécialités de Warwick Vincent en recherche. Donc, juste un petit embardé, j'ai également initié un projet, donc des travaux que j'aurais pu prendre autant de temps ou plus longtemps à présenter, donc, où on étudie avec d'autres technologies en développement les émissions de gaz à effet de serre par les thermocastes dans le Nord. Donc, pour faire le lien avec ces travaux-là qu'on a fait dans le passé. Donc, c'est un enjeu très important. Donc, pour résumer, malgré les apparences, il y a quand même une vie qui est omniprésente en hiver dans le Nord. Donc, il y en a sous la neige, il y en a sur la neige et il y en a dans les lacs, une vie microbienne. Et les processus sont encore mal compris. Donc, on développe des technologies pour essayer de rallier l'optique photonique et ces problématiques qui sont majoritairement biologiques. Donc, j'ai listé ici, je ne répéterai pas les différents aspects de développement qu'on a fait. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci à Gilles d'avoir co-écrit cette présentation avec moi et co-présenté. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Gilles. Donc, on a quand même quelques questions sur cette conférence très intéressante, en fait, qui illustre bien ces nouvelles collaborations, peut-être aussi les défis de ces nouvelles collaborations. On parle souvent de nouveaux langages, nouvelles expériences pour Martin qui doit aller mettre des fibres optiques sur des caribous ou des chevreuils anticosti. D'un point de vue technique, par exemple, Gilles, tu as fait allusion, il y a quelqu'un qui mentionne que les événements de fonte et gel soudain, donc de vagues de chaleur ou de pluie sur neige qui sont de plus en plus fréquents, souvent dans l'Arctique, ont des impacts majeurs sur les écosystèmes couverts de neige, autant en fait sur Terre que sur l'océan. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur ce niveau-là. Est-ce que ces nouvelles technologies, ou est-ce que vous axez ces nouvelles technologies pour un peu mieux comprendre l'impact de ces événements ponctuels, mais qui peuvent avoir un effet majeur sur les écosystèmes? C'est sûr que ce qu'on développe, entre autres, les techniques optiques pour suivre l'évolution du manteau neigeux durant l'hiver, oui, définitivement, on espère que ça va nous permettre de mieux comprendre quand ces événements-là se produisent, comment ça vient perturber, ça vient transformer le manteau neigeux
Et ça, effectivement, ça peut avoir des répercussions considérables sur tout l'écosystème. Ces mesures, il y a deux niveaux qu'on peut les faire. Une fine échelle spatiale, nous, c'est à ce niveau-là qu'on travaille pour bien comprendre tous les processus physiques qui se passe dans la neige et les conséquences. Un autre aspect sur lequel on travaille moins, mais on collabore avec des gens qui travaillent aussi à plus grande échelle spatiale, par exemple à l'aide de capteurs satellites qui essaient de détecter à plus grande échelle spatiale ces événements-là. Par contre, ça aussi, il y a beaucoup de défis. C'est pas facile, par exemple, par image satellitaire ou capteur satellitaire, de vraiment déterminer ces changements-là dans la texture de la neige. Mais oui, c'est deux approches complémentaires et sur lesquelles on travaille. On collabore avec des gens qui travaillent là-dessus. Merci. Sur cette, peut-être poursuivre sur cette réponse, au niveau de la collaboration internationale, évidemment, il y a certaines personnes, je pense, qui écoutent, qui savent que tu as déjà plusieurs décennies d'expérience, Gilles, dans l'Arctique. Donc, avec une des stations de monitorage la plus longue peut-être durée de l'Arctique circumpolaire à l'île Bylot. Comment est-ce que tu vois un peu l'arrivée de ces technologies? Je sais que ce n'est pas soudain, mais il y a quand même une amélioration ou un investissement assez soudain pour un peu améliorer, en fait, vos suivis autant au niveau de la neige, mais aussi des migrations animales, etc. Est-ce que c'est une nouvelle bouffée d'air frais? Et est-ce qu'il y a d'autres de vos équipes qui travaillent sur les mêmes approches, en fait, au niveau de l'intégration des technologies dans le suivi des écosystèmes? Effectivement, ça fait longtemps qu'on travaille dans l'Arctique, ça fait plus de 3 décennies, mais comme j'ai justement précisé au début de ma présentation, 90-95% de tous nos travaux, ça se fait pendant l'été. Et l'été, ça dure 2-3 mois dans l'Arctique. Donc, on voit tout de suite le débalancement entre la période estivale et la période hivernale. Pendant longtemps, les écologistes ont dit, bon, l'hiver, il fait froid, il y a de la neige, il ne se passe rien. Mais on s'aperçoit que de plus en plus, ce qui se passe en hiver peut jouer un rôle clé sur plusieurs aspects de l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment, on espère, progresser beaucoup sur ce front, comprendre mieux tout ce qui se passe en hiver. Par exemple, les lemmings, les interactions prédateurs-proies. Bon, j'ai parlé de la belette, en fait, de l'hermine qui est là l'hiver. Il y a le renard arctique qui est là aussi. Je n'ai pas parlé parce que, bon, on ne peut pas parler de tout, mais ces espèces-là sont présentes l'hiver et on comprend encore mal tout ce qui se passe à ce niveau-là. Évidemment, on n'est pas les seuls. On collabore effectivement avec une autre équipe très performante en Norvège, à l'Université de Tromsø. Moi-même, j'ai fait plusieurs séjours là-bas. De mes étudiants ont été à Tromsø. On a eu des étudiants de Tromsø qui sont venus travailler à l'île Bylot. Eux travaillent sur des problématiques similaires dans le nord de la Norvège et au Svalbard. Et oui, on a beaucoup de collaboration, entre autres avec cette équipe et d'autres, sur ces questions de l'écologie hivernale. Merci. Et puis, évidemment, les écologistes terrestres ne doivent pas se sentir un peu à part parce que les océanographes aussi commencent de plus en plus à découvrir que l'Arctique n'est pas mort du tout, loin de là, pendant l'hiver, donc sous la banquise de glace. Peut-être une question pour Martin. Tiens, Martin, tu en as parlé un petit peu, mais on a une question ici. On parle souvent du défi de l'intégration des concepts, l'interdisciplinarité. Je pense que tu en as parlé un petit peu. Peux-tu, avec du recul, un peu nous mentionner quel était le principal défi ou encore le défi dans cet arrimage de ces projets où tu l'as mentionné, tes notions d'écologie et vice-versa avec tes collègues biologistes? Question de langage, ou qu'est-ce que ça t'a apporté, puis c'est quoi peut-être les défis que tu as rencontrés? Oui, je peux en parler un peu si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un défi qui est quand même important de passer la barrière de dire on collabore avec quelqu'un sur un sujet qu'on ne connaît pas beaucoup, ou très peu, sur lequel on est intéressé. Dans mon cas, les animaux m'intéressent de façon générale. Mais il y a quand même une barrière en recherche qu'il faut franchir et qui n'est pas si simple à franchir. J'ai décidé de faire le pas avec Steve et ça s'est avéré quand même très productif, en tout cas d'un point de vue personnel et pour la recherche qui va s'en suivre. Je crois que ça va être assez important. Comme défi, assurément, je ne comprends pas tous les mots latins qui sont donnés à des plantes et des animaux. Bon, mais j'essaie d'apprendre doucement. Là, donc, entre autres, le caribou un nom Tangiferus, quelque chose là, que je ne connais pas, mais que j'ai entendu souvent. Mais ça, c'est un genre de défi de langage. Donc, on a des langages assez différents. Il y a également un défi sur l'attente les biologistes versus les ingénieurs. Il y a un niveau d'attente qui est grand. Donc, on s'attend à ce qu'on maîtrise une panoplie de technologies.
Ce n'est pas le cas pour toutes les technologies. On ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Donc, de faire des équipes avec plusieurs disciplines, c'est vraiment important parce que ça permet de mettre le coffre à outils plein pour pouvoir attaquer des problèmes comme celui du développement d'un collier animalier, qui est un exemple assez flagrant d'une multitude de technologies qui doivent être maîtrisées pour arriver à faire quelque chose d'utilisable et de déployable sur un animal. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que je peux dire sur le sujet. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation extrêmement excitante et encourageante aussi pour le futur. Je sais que vous êtes tous les deux impliqués dans des nouveaux projets qui viennent d'être financés, en fait, pour suivre vos objectifs peut-être un peu différents, mais pour poursuivre donc ces développements. Et on a hâte de suivre un peu la suite de vos projets. Merci beaucoup.